Du coup, bonjour à tous. Merci de participer à ce, je crois, 8e petit live à, à midi. Donc voilà, on essaie de faire ça une fois par mois. Là, on a fait 2 fois dans le mois, étant donné que ça a arrangé un petit peu Rémi de l'avancer plutôt que d'avoir ça au début octobre. On l'a avancé à aujourd'hui, ce qui ne change pas grand-chose au final. Donc voilà, je vous remercie à tous de participer. On a aujourd'hui Rémi Dreyfus de Zeigne qui va nous présenter donc les nanocelluloses en conservation d'œuvres d'art. Et on va vraiment voir un peu toute son expérience à lui avec ce type de matériaux, euh, qui est une expérience qui est non négligeable. Cette petite présentation qu'il va nous donner là en 20-25 minutes, c'est un workshop de 2 jours qu'il a donné dans aujourd'hui des dizaines même d'institutions. Je pense que tu es proche d'une trentaine d'institutions différentes, un peu aux 4 coins du globe, donc en anglais, en français. C'est pour ça qu'on proposait les deux dès le début. S'il y en a qui comprennent pas trop le français, parce que là, je pense que ça va plutôt se diriger vers du français, n'hésitez pas à redemander. Et puis, voilà. L'ensemble du live est enregistré parce qu'après, ça me permet de faire un replay qui sera disponible sur YouTube. Le replay vous sera envoyé par email. Normalement, vous avez laissé vos coordonnées email pour pouvoir accéder au live. Moi, ça me permet de vous le renvoyer. Donc, ceux qui ne peuvent pas rester tout l'appel, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez juste à attendre le replay qui viendra sous 7 à 10 jours à peu près. Je vous invite à tous couper les micros pour pas qu'on ait trop d'interférences et puis qu'on puisse bien entendre Rémi. Et puis voilà, et puis à poser toutes vos questions dans le chat, je les lirai. On va d'abord suivre la présentation de Rémi pour pas trop l'interrompre, mais à la fin, je lirai petit à petit les questions et puis il pourra y répondre. Comme ça évite de faire des doublons et de répondre plusieurs fois aux mêmes questions. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il y a déjà 19 personnes. Je pense qu'on peut commencer comme ça. Je te laisse la parole, Rémi. Et je te remercie d'être là. Merci à toi, Sarah. Merci beaucoup d'avoir organisé cette présentation en ligne. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rémi Dreyfus de Seigne. Je suis restaurateur art graphique, art et documents graphiques. Et je suis très heureux de vous faire cette petite présentation sur les nanocelluloses dans la restauration des œuvres d'art, donc des documents graphiques, des œuvres graphiques, mais pas que. Je vais vous montrer un peu différentes possibilités. Donc, je suis diplômé de l'Institut national du patrimoine, du département des arts graphiques, la section arts graphiques, et aussi de l'école du Louvre. C'était il y a 10 ans. Et il y a un peu moins de 10 ans, j'ai monté l'atelier à Dreyfus de Seigne, donc qui est basé à La Rochelle et aussi à Nancy, et pour lequel je travaille, où je propose mes services, principalement pour des musées, des institutions qui sont à Paris. Et voilà, pour des raisons pratiques. Je suis un peu dans les deux villes des deux côtés de la France. Et en parallèle de ça, donc je ne vais pas tellement vous parler des restaurations aujourd'hui, mais plutôt de ma spécialité, pour laquelle je me suis penché il y a un peu plus de 10 ans lors de mon travail de mémoire du département des restaurateurs de l'INP, qui est les nanocelluloses et leurs utilisations pour la restauration des œuvres graphiques. Donc, en parallèle de ça, depuis le début d'année, je suis consultant sur un projet de recherche qui a été initié par l'Université de Coimbra au Portugal et qui est également fondé par la Commission européenne. Et vous avez ici le titre de ce projet de recherche, donc qui est un projet de recherche qui va durer 5 ans, qui a commencé en début d'année jusqu'en 2030 et qui est un projet sur les nouveaux biomatériaux et leurs applications en restauration, avec une équipe interdisciplinaire, donc des scientifiques de la restauration et des restaurateurs spécialisés dans les biomatériaux, notamment les nanocelluloses. Donc, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet sur les nanocelluloses, tout a commencé pour ma part lors de mon travail de mémoire de fin d'études qui était dédié à la restauration d'une série de vues d'optique qui sont conservées à la Cinémathèque française, qui datent du milieu du 19e siècle. Et donc, ce sont des objets, des espèces de dioramas, qui sont des vues d'optique, qui étaient des objets qui étaient censés être vus sous les deux sources lumineuses, en lumière réfléchie et en lumière transmise.
Et comme vous le voyez, donc la plupart de ces objets sur lesquels j'ai travaillé pendant cette année de mémoire avaient de grandes déchirures, de larges déchirures, qui à la fois apportaient de la fragilité à ces objets et aussi perturbaient le visuel lors du passage en lumière transmise, comme vous pouvez le voir à droite. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler, à chercher un nouveau matériau en fait pour essayer comment dire, de consolider ces objets sans qu'il y ait d'altération visuelle, notamment en lumière transmise. Donc, par exemple, voilà un exemple des problèmes qu'il y avait à l'époque sur l'un de ces objets. Donc, on voit des anciennes consolidations qui étaient faites avec des bandes d'adhésifs probablement autour des années 60-70. Et on voit qu'en transmission, ces bandes se voient, elles ont jauni et donc ces consolidations anciennes perturbent le rendu en lumière transmise. Donc, c'était vraiment le tout début de ma recherche il y a 11 ans précisément. Pour ouvrir un petit peu ces problématiques, donc évidemment, et je suis sûr que pour tous les restaurateurs art graphique qui participent à ce meeting aujourd'hui, vous êtes familiers avec ce genre d'image. Donc, des calques qui sont très présents dans les collections, c'est un exemple, ou par exemple ici, c'était donc la médiathèque du patrimoine. En ouvrant des pochettes, on tombe sur des calques qui sont dans cet état, donc avec des pertes de résistance mécanique importantes, des déchirures, des lacunes, et des matériaux de consolidation qui ne sont pas toujours les plus adaptés pour traiter ces documents. Un autre type de support sur lequel j'ai fait des recherches et sur lequel j'ai travaillé, je travaille régulièrement pour la Cinémathèque française, ce sont donc tout ce qui est acétate ou nitrate de cellulose. Donc ici, pour le coup, c'est une feuille de polyester, je crois, qui a été peinte avec de la gouache. On voit le verso de l'œuvre et effectivement, comme vous le voyez, la transparence de cet objet est vraiment la constituante au niveau de la matérialité et de la fonction de l'objet. Et on va dire que jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment de solution pour traiter les problématiques qui sont inhérentes à ces objets, notamment dans le cas de craquelures ou s'il y avait besoin de faire des petites consolidations de la couche picturale. C'est compliqué de trouver un matériau qui soit adapté. Même des papiers japonais très fins risquent de se voir en transparence. Donc voilà, c'est un des axes de recherche. Et en 2019, j'ai eu la chance d'aller faire une formation au British Museum dans l'atelier de restauration. Et à l'époque, ils avaient le projet de traiter ces objets, qui sont donc des objets 3D, qui sont des parkas d'Alaska, faits en une peau très fine, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, donc avec une translucidité, presque une transparence très importante. Et donc, à l'époque, il m'avait fait venir pour donner une formation et aussi pour essayer de trouver des solutions pour traiter ces objets qui allaient être exposés en 2020-2021 dans une exposition au British Museum. Et donc, je vais vous présenter un peu plus tard les résultats des traitements qui ont été faits. Et donc, pour toutes ces problématiques et tous ces types d'objets, surtout pour les premières vues que je vous ai montrées, premières vues d'optique, à l'époque de mon mémoire, j'ai commencé à investiguer, à chercher des solutions dans la famille, le domaine des nanotechnologies. Et j'ai fait une recherche poussée sur un type de nanomatériau qui s'appelle donc la nanocellulose. Et on peut se demander qu'est-ce que la nanocellulose. Je vais essayer d'y répondre assez succinctement. Mais en fait, donc la nanocellulose, c'est on va dire un terme général qui englobe toutes les nanoparticules qui peuvent être obtenues à partir de fibres cellulosiques. Donc, voici les sources de ces fibres cellulosiques. D'un côté, nous avons les deux types de bois, que ce soit les arbres feuillus, comme vous voyez en haut avec une photo de bouleau, ou aussi les résineux, comme vous pouvez voir en bas, avec une photo de pins noirs, il me semble que c'est des pins noirs norvégiens. Donc ces deux types de bois peuvent être utilisés pour faire de la nanocellulose, et également des sources qui sont des sources non-bois, les plantes qui sont très utilisées pour faire les nanocelluloses. Donc ici vous avez reconnu le coton, mais il y a énormément d'autres types de plantes qui peuvent être utilisées, par exemple l'eucalyptus, des produits aussi comment dire, à base de pommes de terre. Les algues également, certaines algues peuvent être utilisées pour produire la nanocellulose, et certaines bactéries, une sélection de bactéries,
qui peuvent être également mises en culture pour fermenter et qui vont produire ce qu'on appelle la bactérielle cellulose, qui est une forme de nanocellulose. Alors moi, je ne suis pas trop spécialisé dans la cellulose bactérienne, ce dernier type, mais plutôt dans les nanocelluloses qui sont fabriquées à base d'arbres et de plantes. Donc, pour comprendre encore un peu mieux la nanocellulose, je vous mets ici l'image d'une fibre cellulosique dont vous avez les dimensions. On sait que la longueur est à peu près quelques millimètres et le diamètre autour de 20 à 50 microns. Donc voilà une fibre, par exemple, qui va servir à fabriquer une feuille de papier. Et si on décide de la décortiquer et de voir de quoi elle est faite, je suis sûr que vous êtes familier avec ce type de schéma, mais on voit ici que la fibre est constituée de microfibrilles, qui sont elles-mêmes constituées de fibrilles élémentaires, dans lesquelles se trouvent les molécules de cellulose, et notamment l'unité première de cellulose, qui est la cellobiose. Et donc, vous avez ici, donc, comme je vous disais, les dimensions de la fibre cellulosique. Et pour faire la nanocellulose, le point de départ va être se situer au niveau des microfibrilles de cellulose. Et c'est intéressant de constater la différence de dimension entre les deux, entre une fibre normale et une microfibrille. On voit qu'on est 1000 fois plus petit. Donc, juste pour vous donner une idée, donc tous les matériaux que je présente dans les formations sont au niveau de la taille des particules 1000 fois plus petits qu'une fibre qui sert à faire du papier. À minima, on peut encore être beaucoup plus petit que ça en taille. Donc, j'ai oublié de dire, mais donc du coup, la nanocellulose se situe à l'échelle nanométrique, donc à 10 puissance moins 9 mètres, ce qui est vraiment excessivement petit. Au sein des fibres cellulosiques, les nanocelluloses qui peuvent être produites à partir des fibres cellulosiques, on peut vraiment distinguer deux types de structures qui sont très différentes. D'un côté, sur la gauche, on va avoir une structure qui est, on va dire, fibreuse. Et donc, on a le nom en dessous de la nanocellulose associée, donc qui est la cellulose microfibrillée. Donc, avec cette structure fibreuse qui ressemble un peu à une structure de fibres classiques. Donc, on a des zones amorphes et des zones cristallines qui sont très bien rangées, des zones amorphes qui sont vraiment dans le désordre. La cellulose bactérienne va également se situer dans cette famille on va dire, de structures fibreuses. Et de l'autre côté, sur la droite, on voit la deuxième structure qui est vraiment typique de la nanocellulose, donc qui s'appelle les nanocristaux de cellulose, qui sont les plus petites particules qui peuvent être obtenues à partir des arbres, des plantes. Et ce sont aussi ces petits cristaux qui donnent la force, la résistance mécanique aux arbres. C'est assez fascinant, mais quand on creuse, on voit vraiment que c'est à ce niveau que ça se situe, donc au niveau des cristaux qui font quelques nanomètres de longueur et quelques nanomètres de diamètre. C'est là que se situe vraiment peut être expliqué la force des arbres, vraiment si on descend dans la structure de l'arbre ou des plantes. Et donc, si je prends le terme cellulose microfibrillée, donc la structure un peu fibreuse que je vous ai montré la diapositive juste précédente, et que je regarde ici un graphique qui représente, la courbe rouge représente le nombre d'articles et la courbe grise le nombre de brevets d'invention qui ont été rédigés au cours des dernières années, depuis les années 80, vous pouvez voir clairement que depuis à peu près une vingtaine d'années, on a un intérêt croissant pour ces matériaux, pour les nanocelluloses, dans énormément de domaines. Évidemment, la restauration du patrimoine, ça reste une niche et c'est une application, mais disons que la nanocellulose est utilisée dans énormément de domaines d'application, par énormément d'industriels, et on a vraiment un intérêt exponentiel pour ces matériaux. Donc, je voulais juste vous donner un petit panorama, un petit exemple des principales applications des nanocelluloses dans le domaine industriel, pourquoi elles sont produites, pourquoi elles sont développées et étudiées. Donc, tout d'abord, elles sont étudiées principalement dans tout ce qui est industrie pulpe et papier, industrie papetière, donc notamment comme agent de surface, comme revêtement de surface, dans l'industrie du papier, du carton, pour remplacer, et dans le packaging, pour remplacer tous les emballages plastiques, donc toutes les bouteilles en plastique, tous les revêtements plastiques dans les boîtes, par exemple les lunchbox, les boîtes de déjeuner,
qui ont donc un revêtement plastique à l'intérieur. L'idée, c'est donc de créer des nouveaux matériaux verts qui soient éco-friendly, bons pour la planète, évidemment. Donc, c'est vraiment une des grandes niches des grandes applications des nanocelluloses, des grandes applications industrielles. C'est également développé pour trouver des nouveaux matériaux de filtration, aussi comme matériaux composites, en ajoutant les nanocelluloses dans des process pour renforcer la résistance mécanique de certains matériaux, certains adhésifs par exemple. C'est également utilisé dans l'industrie de l'impression et des encres comme modificateur rhéologique, donc pour rendre des encres plus liquides ou plus épaisses en ajoutant certaines nanocelluloses dans les encres. C'est également utilisé dans l'industrie textile pour fixer certains colorants à certains types de textiles, pour faire le lien. Les nanocelluloses sont également développées pour trouver des nouveaux matériaux de construction. Comme vous pouvez voir tout en bas à droite, l'image que j'avais prise, c'était dans une unité de production aux États-Unis. Ce sont des blocs de nanocellulose qui sont extrêmement légers et extrêmement résistants. Donc, ils pourront peut-être remplacer la pierre, la brique ou d'autres matériaux dans le futur. Les films de nanocellulose sont également utilisés dans l'électronique pour, par exemple, les téléphones qui sont pliables. Je pense peut-être certains d'entre vous en ont, les Samsung qui se plient en deux sont composés d'une feuille de nanocellulose qui contient en surface les composants électroniques. C'est également utilisé, donc, comme je le disais, comme adhésif, ou ça peut être également composite, mélangé avec un adhésif. Une application très intéressante va être également dans le domaine médical, où il y a de nouveaux pansements qui sont développés à l'aide des nanocelluloses, qui vont permettre, par exemple, de traiter les grands brûlés, les plaies, qui sont à vif, avec des pansements qui vont, grâce à la nanocellulose, pouvoir être chargés par certaines molécules qui vont guérir, qui vont permettre la guérison. Et voilà, un nouveau type de pansement très perfectionné. Et également, c'est utilisé à grande échelle dans l'industrie alimentaire et également dans l'industrie des cosmétiques et des maquillages et autres, voilà, tout ce qui est cosmétique. Donc, ce sont un petit peu un tour d'horizon des différentes applications de la nanocellulose. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces différentes applications. C'est aussi utilisé dans l'aéronautique, dans tout ce qui est les forages aussi dans l'océan, etc. Enfin, il y a beaucoup d'applications. Et ce qui est intéressant pour nous en restauration, ce que je pense depuis vraiment les débuts de ma recherche et ce qui a été confirmé par la suite, c'est donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouveaux matériaux qui sont disponibles. Voilà les différentes formes des matériaux disponibles aujourd'hui, à ce jour. Donc, les gels de nanocellulose, tout d'abord. Également les films de nanocellulose, qu'on appelle également les nanopapiers, donc qui sont fabriqués à partir des gels de nanocellulose. Également des poudres de nanocellulose qui peuvent être disponibles sur le marché. Et également des mousses de nanocellulose. Donc voilà un peu les 4 formes physiques qui peuvent être disponibles pour nous, restaurateurs du patrimoine. Ou pas que restaurateurs d'ailleurs, même pour la conservation préventive ou autre. Donc, ce qui est intéressant, je vais poursuivre un peu sur ce point, ce qui est intéressant dans notre domaine pour la préservation du patrimoine, c'est que la nanocellulose présente des propriétés uniques qui sont vraiment positives pour nous. Tout d'abord, ce sont des matériaux verts, comme je vous l'ai expliqué précédemment, qui proviennent de sources vertes, donc que ce soit les arbres ou les plantes en grande majorité. Il n'y a pas donc de matière plastique ou d'additifs, ce sont vraiment des matériaux composés principalement de sources vertes. Également, ce qui est intéressant en restauration, c'est que ce sont des matériaux qui sont composés entre 95 et 100% de cellulose pure, ce qui est un ratio vraiment exceptionnel quand on sait que même des papiers japonais, par exemple, de très haute qualité, vont contenir par exemple des impuretés ou des hémicelluloses ou d'autres molécules qui vont peut-être accélérer ou provoquer sur le long terme le jaunissement du papier. Ici, la lignine est toujours retirée et on a donc un matériau qui est très pur et très stable dans le temps.
Une autre propriété intrinsèque des nanocelluloses est la résistance mécanique qui est très importante, que ce soit des microfibrilles de cellulose ou des nanocristaux. Pour faire un petit point, on va dire, physique, physico-chimique sur les nanocelluloses, mais si on prend le module de Young des cristaux de cellulose, on est supérieur à l'acier et similaire au Kevlar, qui est donc le matériau qui sert à fabriquer les armures des soldats actuellement dans tous les conflits. Donc, enfin, on a vraiment une résistance mécanique qui est très, très, très élevée, même pour des films, des nanopapiers qui sont très fins en épaisseur. Et surtout, le point qui m'a le plus marqué et importé, comment dire, j'ai trouvé le plus important au tout début de mes recherches, c'est la transparence de certaines nanocelluloses, de certains gels et de certains films, qui peut être vraiment très, très élevé, comme on peut le voir ici, donc la photo en bas à droite, où j'ai plaqué, on va dire, c'est un film de nanocristaux de cellulose sur un dessin, juste pour vous montrer enfin, c'est la copie d'un dessin, mais pour vous montrer la transparence très importante. On est quasiment aussi transparent qu'un film de Millard. Sauf que là, il s'agit donc encore une fois d'un matériau de base cellulosique. La chose aussi qui est intéressante pour nous, c'est qu'il est très facile de faire des films de nanocellulose directement dans son atelier de restauration, dans un espace dédié. C'est ce que je présente dans mes formations. Et donc ici, on a là une production que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps, c'était cet été dans mon atelier. Et à droite, vous voyez, une fois que le film est sec, plaqué sur un document ancien, donc on voit là, encore une fois la transparence qui est très élevée pour les films. C'est également possible de se procurer des films de nanocellulose via certains industriels. Donc, il y a par exemple des unités de production dans les pays scandinaves, notamment en Finlande, comme sur la photo de gauche, qui produit des feuilles, comme vous voyez, un peu comme dans l'industrie papetière, des feuilles très longues, un peu, voilà, avec un peu les machines à calendrer, un peu similaires à l'industrie papetière industrielle. Au centre, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai visité un centre de nanocellulose au Japon. J'ai eu cette chance, c'était sur l'île de Shikoku, précisément à Kochi, où ils fabriquent là-bas du papier, mais également des films de nanocellulose. Et sur la droite, c'est un échantillon que j'ai reçu d'une unité de production du Québec. Vous avez ici un peu les trois pôles qui fabriquent et qui étudient la nanocellulose, on va dire de manière très poussée, l'Europe, le Japon, l'Asie, mais surtout le Japon, et l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Et donc vous avez un troisième exemple donc, de nanopapier industriel sur la droite, qui ressemble un petit peu à du papier calque au niveau de la texture. Et donc, en deuxième partie de cette présentation, je vais vraiment plus insister sur les applications, les utilisations des nanocelluloses en restauration. Donc, c'est un domaine de recherche qui date entre 10 et 15 ans, c'est assez récent, mais il y a beaucoup d'articles et pas mal de publications et de recherches qui sont régulièrement faites sur le sujet. Et donc, si je compile un petit peu tous les articles, les présentations, les thèses qui ont été publiés ou qui sont en cours de publication sur ces matériaux, il est possible d'utiliser les nanocelluloses sous forme de gel et de suspension pour réaliser des traitements de consolidation, que ce soit le support ou la technique graphique. Et donc, si je prends la compilation de différents articles, actuellement, ça a été recherché et développé sur à la fois des toiles peintes, également des photographies et également des supports papier. Donc, il est possible d'utiliser les gels ou de diluer les gels et de les utiliser sous forme de suspension, de solution, sur ces différents matériaux du patrimoine. Et si je parle maintenant plus des nanopapiers, donc qui est un peu plus ma spécialité première, on va dire, ils peuvent être utilisés pour des traitements de consolidation et des traitements également, donc par exemple, de consolidation pour fixer des lacunes, par exemple, au niveau du support, et aussi pour consolider la technique graphique. Donc, que ce soit sur des œuvres support papier,
Également des photographies. Vous voyez la photo au milieu, c'est un détail. Ça provient d'un article qui a été publié par le Cleveland Art Museum en 2022, où une restauratrice sur place a trouvé une solution pour venir insérer dans une lacune un morceau de film teinté de nanocellulose qui, une fois recouvert à la fin de méthylcellulose, matchait vraiment avec le support, l'émulsion photographique. On avait vraiment la même brillance, la même texture et un résultat vraiment très satisfaisant. Et sur la droite, ça c'est suite à la formation que j'ai donnée au British Museum en 2019. C'était, comme je vous ai montré en introduction, les parkas d'Alaska qui avaient donc des lacunes, comme vous pouvez voir ici, cette zone blanche là, c'est donc une lacune du support. Et au British Museum, au département de la conservation, ils ont, suite à la formation, développé et trouvé une manière de fabriquer des nanopapiers qui sont match vraiment au niveau à la fois de la texture et de l'épaisseur et de la transparence. Je vais vous montrer ça dans les prochaines diapositives. Et ce qui est vraiment peut-être un des points les plus importants et les plus intéressants que je présente dans mes formations, c'est que les nanocelluloses permettent aussi d'effectuer un nouveau type de traitement qui est vraiment, on va dire, novateur et innovant, c'est le fait de réaliser des consolidations sans adhésif. C'est-à-dire que la nanocellulose va jouer le rôle de l'adhésif, étant donné que sans rentrer dans les détails, mais la nanocellulose possède beaucoup plus une abondance de groupements hydroxyles en surface. Et on sait que ces groupements hydroxyles permettent une très très bonne compatibilité avec les supports cellulosiques, que ce soit papier ou des toiles, par exemple, des toiles en coton lin chanvre. Et donc ces groupements hydroxyles abondants vont vont jouer, on va dire, grâce à cette compatibilité, le rôle d'adhésif. Et donc, les nanocelluloses peuvent être utilisées directement, sans aucun adhésif, pour consolider des documents papier, comme ici, par exemple, un document ancien, c'est un papier verger, un document ancien, sur lequel j'ai travaillé. Et voici ici une photographie sous microscope électronique à balayage d'un papier abrasé. Donc on voit ici sur la gauche l'abrasion, on peut la deviner avec des fibres qui sont un peu détériorées en surface. Et sur la droite, on voit ici le revêtement de surface à l'aide de nanocellulose qui permet vraiment de reboucher les pores du papier et les zones abrasées. Et donc, ce type de traitement est vraiment, pour moi, l'un des plus novateurs actuellement avec les nanocelluloses et un des plus spectaculaires. Et c'est celui qui, en général, plaît le plus lors des formations et lequel est pratiqué intensivement lors des formations. Voilà un autre exemple ici, ce que j'ai fait à l'atelier, donc sur un feuillet en papier, donc en utilisant ces techniques sans adhésif, donc en appliquant directement la nanocellulose à l'aide d'un pinceau sur le papier. Donc on a ici la déchirure avant restauration et après. Et donc ces techniques permettent également de travailler rapidement et d'avoir un résultat très satisfaisant où on a, c'est quasiment invisible, on voit quand même une petite légère brillance en surface, mais c'est très léger et ça permet donc de consolider les papiers sans adhésif. Donc c'est un point très, très intéressant, je trouve. Et pour revenir au nanopapier, donc qui est un peu plus ma spécialité depuis les débuts, on a ici une photo donc, que j'ai prise pendant mon mémoire de fin d'études, pendant des pré-tests que j'avais faits. Donc on a ici un papier fin, 3 petits échantillons du même papier fin, qui a une déchirure ici tout du long, et qui a été consolidé avec un papier japonais très fin sur la gauche, donc une bande de Gampi ici. Également un papier très fin sur la droite, un Kozo 8 grammes, une bande de Kozo 8 grammes ici. Et au centre, une bande de nanopapier, donc sur table lumineuse. Hein, donc on a vraiment en lumière transmise, donc le résultat en lumière transmise. Et donc on voit clairement ici que le film de nanocellulose il n'y a aucune diffusion de la lumière et qu'il y a une transmission très importante de la lumière et très satisfaisante. Et
est presque parfaite comparée à même des papiers japonais qui sont très très fins de base. Et donc, voilà le travail que j'avais fait à l'époque. Donc, c'était pour consolider les vues d'optique que je vous ai montrées précédemment, donc en découpant des bandes des films de nanopapier que j'avais fabriqués. Donc, on a ici un détail au verso d'une des vues d'optique, avant restauration et après restauration avec les bandes de nanopapier. Donc voilà. Et ensuite, on a l'objet, donc ça c'est l'objet avant traitement. On voit les grandes déchirures qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, fragilisent la structure globale de l'objet et également nuisent à une bonne visibilité, lisibilité de l'objet, de l'œuvre, enfin de la vue en lumière transmise. Et donc après restauration, c'était mon travail de mémoire, on avait réussi à, grâce au film de nanocellulose, de réparer ces déchirures, et c'était particulièrement impressionnant en lumière transmise puisqu'il n'y avait aucune interférence lumineuse, aucune pollution visuelle qui serait liée à des matériaux de consolidation. Même un papier japonais très fin, un Berlin Tissue de 2-3 grammes par mètre carré, se verrait. Il y aurait une petite zone plus sombre, et là, on ne l'a vraiment pas avec les nanopapiers. Donc voilà une autre application. Et donc, à la suite de ce mémoire de fin d'études, qui est donc date d'il y a 10 ans, enfin l'étude a commencé en 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans, j'avais le souhait de publier sur ces techniques, et donc j'ai publié plusieurs articles. J'ai aussi fait des présentations internationales dans plusieurs congrès, notamment à l'EASI en 2017. Et d'ailleurs, c'est à la suite d'un de ces congrès qu'une restauratrice, une scientifique de la restauration qui travaillait à l'époque aux Archives nationales de Londres, Laura Angelova, était venue me voir à la fin de la présentation en me disant si jamais un jour vous proposez des formations, ça nous intéresse. Et donc, c'est ainsi qu'est née la formation, le workshop application des gels et des films de nanocellulose en restauration. Donc, j'ai commencé cette formation en 2018, donc aux Archives nationales de Londres. Et j'ai eu la chance, juste pour montrer un petit panorama des formations donc, qui ont été faites depuis 2018, j'ai eu la chance d'être et le privilège d'être invité dans différentes institutions, que ce soit en Europe, donc, par exemple récemment au centre 2021, au centre de restauration 2021 à Porto, également donc aux Archives nationales de Londres, aux Archives nationales d'Écosse, comme je l'ai présenté à l'atelier du British Museum, c'était en 2019, également à l'atelier de restauration de l'Albertina à Vienne. On en reparlera, Sarah, mais du coup en Suisse, on en avait déjà parlé, mais en Suisse, il y avait une formation, c'était en 2022, à la Haute École Arc de Neuchâtel. Également au Mark Museum d'Hambourg, c'était l'année dernière, et l'année dernière aussi à la Bibliothèque nationale de Grèce. Voilà pour la partie Europe. J'ai aussi eu la chance d'être invité aux États-Unis, donc que ce soit à la Weizmann Preservation Center de Harvard Library, c'était en 2018, au Museum Fine Arts de Boston aussi en 2018, et plus récemment, en 2019, c'était en 2025, pardon, c'était en mai dernier, au Midwest Art Conservation Center à Minneapolis. J'ai aussi eu la chance d'être invité côté Asie, donc que ce soit au Japon, au Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, donc Tokyo Tombunken, où j'ai eu la chance de faire 2 formations en 2022 et l'année d'après d'être réinvité en 2023. Aussi en Asie du Sud-Est, donc à Singapour, à l'Heritage Conservation Center, et l'année dernière en Malaisie, à l'Islamic Arts Museum Malaysia de Kuala Lumpur. Aussi d'en faire 2 dans le Moyen-Orient, donc cet été au Louvre Abu Dhabi et en 2023 à Qatar Museum. Et la prochaine formation qui aura lieu dans 3 semaines, encore là pour le coup sur un nouveau continent, donc ça sera en Océanie, en Nouvelle-Zélande, au musée Te Papa Tongarewa, un musée national de Nouvelle-Zélande à Wellington. Donc, on peut voir à travers cette carte qu'il y a quand même un intérêt pour ces matériaux à l'échelle internationale, un peu partout, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie.
Et si j'inclus tous les participants qui sont venus lors de sessions ouvertes, parce qu'il y a eu certaines sessions qui ont été ouvertes au public, enfin ouvertes, pas forcément pour des équipes en interne, mais ouvertes aux participants d'un peu partout. Et aussi, si je présente tous les participants des formations en ligne que j'ai faites pendant le Covid, on a ici la carte globale de tous les participants qui ont souhaité faire la formation nanocellulose. Donc, on a vraiment une carte très large ici avec des participants aussi bien du Brésil, d'Argentine, d'Australie, du Canada, de Russie, vraiment d'un peu partout. Donc, ça, c'était pour faire un petit point d'ensemble sur les formations depuis 2018. Au niveau des statistiques, donc sur site, j'en ai fait précisément 22. J'en ai fait 4 en virtuel, en session en ligne. C'était pendant le Covid. Alors, évidemment, c'est moins pratique et c'est moins sympathique de les faire en ligne, bien sûr, surtout pour les participants parce que évidemment, ils ne peuvent pas manipuler que ce soit les gels, les nanopapiers, tous les matériaux qui sont nouveaux et que je présente. Donc, il y a une frustration. C'est sûr que c'est toujours plus sympathique pour tout le monde de la faire sur site, on va dire. Et donc, sur site, j'ai été dans 13 pays. En session virtuelle, il y a 21 pays qui ont assisté aux formations en ligne. Et au niveau des personnes que j'ai formées, depuis 2018, on est à peu près à 500 restaurateurs, ce qui est quand même important. Et sur site, donc à peu près 400 restaurateurs formés lors des formations in situ. Ces formations ont donné lieu dans certaines occasions, à des publications. Donc ça, ici, voilà la publication de Tokyo Tobunken en 2023. C'est la publication annuelle, leur revue annuelle publiée, donc qui mentionne la formation nanocellulose. Et ici, on a les photos qui ont été prises et publiées dans la newsletter de l'Islamic Art Museum Malaysia de Kuala Lumpur, pour laquelle j'ai fait, pour le coup, c'était 2 formations de suite. Donc, c'était un format de 5 jours où j'ai vraiment formé toute l'équipe de restaurateurs du musée. Donc, pas que les restaurateurs papier, art graphique, peinture, mais aussi, c'était ouvert aux restaurateurs photographie, matériaux inorganiques, donc métal, céramique, etc. C'était une formation très, très large. Donc, au niveau de la formation en tant que telle, le format de base, on va dire, est de 2 jours. Je trouve que c'est un format qui fonctionne bien et c'est aussi ce que j'ai reçu par rapport aux différents participants. C'est le format qui fonctionne bien, vraiment 2 jours. 3 jours pourraient fonctionner aussi. Mais 2 jours, je trouve que c'est bien. Ça permet d'avoir une belle vision d'ensemble de toutes les techniques. Donc, ça commence la formation par une présentation théorique assez dense, assez importante entre 3 et 4 heures, donc pour vraiment donner toutes les bases aux participants, leur expliquer ce qu'est la nanocellulose dans un premier temps, les méthodes de fabrication des nanocelluloses et l'industrie, présenter ça de manière détaillée, les projets de recherche que j'ai faits, donc les résultats de certaines recherches qui ont été faites et publiées. Et la dernière partie de la partie théorique, donc c'est vraiment sur les applications en restauration, donc avec beaucoup d'exemples de restauration qui ont été réalisés grâce aux nanocelluloses. Pendant les formations, il y a une grosse partie aussi d'observation de nombreux échantillons, que ce soit des nanopapiers faits main que j'ai fabriqués moi-même à l'atelier, ou des nanopapiers industriels, ou des gels. Il y a énormément de matériaux, une grande sélection de matériaux que je ramène lors des parties, pour les parties d'observation. On a ici à droite les participants de la première formation à Tokyo, Tobunken, qui observent des nanopapiers sous microscope électronique à balayage. Dans les formations, je fais beaucoup aussi de démonstrations, enfin beaucoup. Je fais des démonstrations sur certaines méthodes qui sont déjà disponibles et voilà, notamment que ce soit les nanopapiers, mais aussi l'utilisation des gels et des suspensions. Et la partie qui représente les 2/3 vraiment de la formation, c'est la partie pratique, où les participants vraiment vont pouvoir utiliser toutes les techniques que je leur ai présentées sur des supports papier, toile ou autres, pour faire des
des petits tests et se familiariser aussi avec ces matériaux, ces techniques. Donc, on a à gauche une photo qui a été prise à Tokyo Tobunken avec une collègue qui travaille à Tokyo qui consolide un manuscrit ancien à l'aide des solutions de nanocellulose. Et à droite, c'était l'année dernière, à Porto, des collègues qui venaient d'un peu partout et qui viennent ici consolider un document graphique à l'aide des gels de nanocellulose sur table aspirante. Une photo qui représente bien, je trouve, les formations donc, qui ont été faites jusqu'à maintenant. C'est une photo qui a été prise lors de la première formation que j'ai faite à Tokyo Tobunken. C'est la formation qui m'a un peu le plus marqué et le plus impressionné parce que, comme vous le savez, on va dire, les techniques de restauration en Europe, la restauration moderne date d'il y a plusieurs décennies. Et au Japon, ce sont au niveau de la restauration pure, c'est vraiment des siècles de pratiques et de technologies, de développement, de perfectionnement de techniques et de matériaux, les papiers japonais notamment. Donc j'étais très impressionné de venir faire cette formation là-bas. J'avais un peu peur de l'accueil, justement d'amener des matériaux, on va dire, relativement modernes et nouveaux à mes collègues japonais. Et l'accueil de la formation a été très très bon. Et beaucoup de questions. Et j'ai été réinvité un an après à refaire une deuxième formation pratique à Tobunken. Donc c'est une photo qui pour moi représente bien les formations. Et pour terminer cette présentation de ce midi, je voulais juste vous montrer deux cas pratiques de traitement de restauration qui ont été faits suite aux formations. Donc, à la suite des formations, j'ai eu des retours de certains collègues, notamment d'une collègue qui travaille à Tokyo, Yoko Shirewa, qui est restauratrice de photos à Tokyo, mais aussi d'art graphique, et qui m'a envoyé des photos de ce document, donc un calque qui provient d'un cabinet d'architecture. Donc, c'est vraiment, pour les restaurateurs papier qui sont présents dans ce live, c'est vraiment, comme vous le savez, le cauchemar total d'avoir ce type d'œuvre, donc avec énormément de fragments de petits morceaux. Et donc, ma collègue Yoko Shirawa a utilisé les gels de nanocellulose pour venir consolider chaque petit fragment et les réassembler ensemble, donc avec un pinceau et avec un pinceau silicone également. Et voilà le traitement avant-après restauration. Et dans notre échange qui a suivi cette restauration, elle m'a dit, sans la formation et sans la nanocellulose, j'aurais été incapable de faire ce traitement. Donc ça, c'est évidemment le type de retour qui fait vraiment très plaisir et qui me donne envie toujours de continuer ces formations. Et pour terminer, pour faire suite donc à la formation au British Museum, pendant la formation, on a eu pas mal de discussions. Comme je vous le disais en introduction, ils souhaitaient traiter cet objet 3D avec des films de nanocellulose. Donc, on en a beaucoup parlé pendant la formation. Et deux restauratrices sur place, Sophie Rowe et Barbara Wills, ont fabriqué un nanopapier suite à nos échanges qu'elles ont teinté avec des colorants. Et elles sont venues donc combler les lacunes sur cet objet. Donc on voit ici le avant restauration et après restauration avec les films de nanocellulose. Et j'étais vraiment, émerveillé du traitement qu'elles ont effectué avec ces films. On a vraiment la même texture, la même transparence et c'est vraiment très positif. Et donc, comme je disais, voilà, ce type de retour fait toujours beaucoup de bien et très plaisir. Et j'en ai encore eu d'autres il n'y a pas si longtemps sur une exposition en Allemagne qui a aussi été faite, dont les nanocelluloses ont été utilisées. Donc, c'est vraiment le but premier des formations, c'est d'avoir ces retours. Et donc, voilà, pour la présentation de ce matin, j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous a donné un bel aperçu un petit peu de ces matériaux et des possibilités qui s'ouvrent grâce à tous ces matériaux nouveaux, on va dire. On a ici une liste un peu des bibliographiques qui m'a servi, des différents articles et d'un livre aussi qui m'a servi à faire la présentation de ce matin. Et notamment des photos prises pendant les formations. Et donc voilà, je tenais à vous remercier beaucoup pour votre présence et pour votre attention ce midi. Merci beaucoup. Merci.
Merci à toi, Rémi. C'était super intéressant. Vraiment très, très Merci. intéressant. Tu as des petits clap-clap dans les classes. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Enfin, bon, moi, je me sens directement concernée en étant aussi restauratrice photographique. Mais je trouve ça assez impressionnant, en fait, déjà l'utilisation en gel, sans avoir besoin d'utiliser en plus de ça un papier, alors qu'on a l'habitude de vraiment être tout le temps avec du papier japonais, Ouais. puis de la colle d'habitant. Enfin, d'habitude, c'est un peu l'arsenal de base. Et puis Ouais. là, ça chamboule un peu tout ça. Donc, je trouve que c'est hyper chouette à découvrir. Je te remercie aussi de nous avoir bien présenté le workshop parce que, alors on organise ça tous les deux. Après, je vais passer aux questions, mais je le dis juste rapidement ici au cas où il y en a d'autres qui partent entre deux. On est en train d'essayer avec Rémi d'organiser un workshop qui aura lieu en Suisse romande au début de l'année prochaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, soit par email, soit sur LinkedIn, histoire que je puisse vous orienter dès qu'on aura un petit peu plus de détails sur le où, quand, comment. En tout cas, ce sera pour début février 2026. Et puis voilà. Alors, je te propose qu'on passe directement aux questions. Allez, merci Sarah, en tout cas. Merci à toi. On a Arnaud qui nous demande, les nanocelluloses ont-elles des propriétés toxiques pour l'être humain? Quelles sont les mesures d'hygiène et de sécurité pour la manipulation? Alors, c'est une bonne question. Ça, je le présente de manière assez assidue lors des formations, parce qu'effectivement, c'est un point très important. Ce sont des nanomatériaux. En fait, au niveau des gels de nanocellulose, donc les composants à l'intérieur d'un pot de gel de nanocellulose, c'est toujours de la cellulose sous forme nanométrique et de l'eau. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de produits chimiques qui sont ajoutés. Donc, au niveau des préconisations, il y a simplement le port de gants à avoir lors des manipulations de gel. En cas de contact avec la peau, il n'y a vraiment aucun risque. Il peut y avoir une personne très allergique, mais il n'y a aucune préconisation là-dessus, parce que ce n'est pas un matériau toxique. Là où je me méfierais le plus, et là où je déconseille souvent les collègues d'utiliser, c'est la forme de poudre, hein, parce que pour le coup, ce sont des poudres. Évidemment, les poudres, si on n'a pas de hotte aspirante, elles peuvent être ingérées, enfin, comment dire, ça peut passer dans les poumons, à moins d'avoir un masque spécial, un 3M très, très élaboré, utilisé. En général, voilà, tout ce qui est poudre, je déconseille, c'est plus complexe à utiliser. C'est là où ça pourrait poser problème de respirer la poudre de nanocellulose, même si c'est pas toxique. Mais en tout cas, voilà, les gels, il n'y a aucune contre-indication et aucune toxicité en lien avec les gels ou les nanopapiers ou tous ces matériaux. Voilà. C'est de la cellulose et de l'eau. Donc, voilà. Très bonne chose à savoir. Oui, oui. Ouais. Super. Alors après, on a Vincent Dupré qui a plusieurs questions. La première étant, peut-on utiliser les résidus déchets solides de raffinement production des biofuels? Peut-on, pardon, j'ai. Pardon. Peut-on utiliser les résidus et déchets solides de raffinement ou de production des biofuels? J'imagine que c'est pour la production des nanocelluloses. Alors, les biofuels, ça ne me dit rien. Je sais qu'il y a des huiles qui sont, par exemple, de l'huile de palme. Quand j'ai fait la formation en Malaisie, qui est un très gros producteur mondial d'huile de palme, je sais qu'ils utilisent l'huile de palme pour faire de la nanocellulose, pour en Ok. produire. J'en ai pas manipulé. Après, tout ce qui est matériaux carbonés, je ne pense pas. C'est vraiment, les nanocelluloses viennent vraiment des matériaux que je présentais, que ce soit arbres, plantes, bactéries ou algues. Voilà. Ouais. Donc, Ok. des huiles végétales, mais pas d'huile de raffinement ou autre. Ouais. Ok. Il y a une deuxième question qui est, peut-on envisager, celle-là elle est bonne, je l'avais aussi, peut-on envisager d'immerger un document dans une solution de nanocellulose ou vaut-il mieux appliquer la feuille séchée si risque de rétractation ou coût de l'opération ou velléité de minimiser les processus invasifs? Alors oui, c'est une bonne question. Tout ce qui est de faire un bain avec une solution de nanocellulose
pour le coup, j'ai jamais testé dans mon atelier ou dans les formations. Je suis plutôt pour, en général, ce qui se fait, c'est plutôt d'utiliser un pinceau et de venir appliquer au pinceau la solution de nanocellulose qui permet quand même d'être assez précis. Certains collègues ont aussi utilisé des bandes de tige filetée pour venir tirer dans le cas d'un gel un peu plus épais, pour venir l'appliquer de manière homogène sur un document. Ce que j'ai tenté dans certaines formations, je m'étais procuré ce qu'on appelle un film applicator, un applicateur de film. C'est un petit en métal avec quelques microns d'épaisseur seulement, et ça permet de venir lisser le gel sur la surface d'un document. Moi, je partirais plutôt comme ça, avec pinceau. Enfin, c'est plus... comment dire, c'est ce qui se fait, c'est ce qui me procure... Enfin, à la fin, on a les résultats. Les résultats sont assez satisfaisants en faisant dans cette méthode-là. Après, de faire un bain, c'est un bon point. Ça mériterait d'être testé. Ça, je l'ai pas testé de mon côté, donc je ne peux pas m'en répondre si le résultat est bon ou pas. Voilà. Et donc, si on pose la question, on pourrait envisager par exemple de faire un doublage juste avec une solution de nanocellulose appliquée au verso de l'œuvre. Ça fonctionne. C'est ça fonctionne bien. C'est plus complexe d'utiliser un nanopapier pour faire un doublage d'un document, on va dire, de dimension moyenne ou grande. Ouais. De venir utiliser un nanopapier, même industriel, pour venir faire un doublage. Pour le coup, au niveau pratique, là, ça va poser des problèmes, ça va créer des tensions. Mais en utilisant les suspensions ou les gels, oui, ça marche bien. Au verso ou même au recto, ça a déjà été utilisé pour certains tests ou sur certains documents. Ça fait vraiment un voile très léger, ça se voit vraiment quasiment pas. On n'a pas la texture fibreuse d'un papier Japon ou d'un papier... je vais brancher pour pas que ça coupe. Donc, je partirais plutôt là-dessus. Voilà. Ok, très bien. Et sa troisième question, c'était pour une apposition, le document doit-il être parfaitement plat ou des plis sont-ils acceptables? Pour la technique avec les gels et suspensions ou pour plutôt les nanopapiers? Alors, je pense que c'est en lien avec les nanopapiers. Ouais, nanopapier, c'est sûr que si le support a trop de déformation de surface et a un grammage relativement épais, les nanopapiers ça risque de poser problème parce que l'épaisseur d'un nanopapier, on est 3 fois plus petit qu'un Tengujo 5 grammes, par exemple, qui est déjà extrêmement fin. Un Tengujo 5 grammes, c'est vraiment déjà... c'est un des papiers les plus fins qu'on peut trouver. Et les nanopapiers, on est 3 fois plus fins. On est autour d'une dizaine de microns d'épaisseur. Donc, c'est excessivement fin. Je crois qu'un Tengujo, on est plus autour de 30-40 microns. Un Tengujo 5 grammes. Et donc, le fait d'utiliser les nanopapiers sur un support un peu épais ou avec des tensions de surface, ouais, ça risque de faire sauter la consolidation. Je partirais plutôt sur l'utilisation des gels ou des solutions, pour le coup. Ok, très bien. Quels sont là, c'est Cécile Costa, pardon. Quelles sont les gammes de prix pour ces nanopapiers? Et quel est le solvant utilisé dans les suspensions de nanocellulose? Je te groupe les deux. Alors, pour la gamme de prix, tout dépend. Donc, si vous voulez faire les papiers vous-même, il faut se procurer le gel qui se trouve à partir de différents fournisseurs. Il y en a notamment en Suisse et en Europe. Donc, le gel, sincèrement, par rapport au contenant et à la matière et à la quantité souhaitée pour faire énormément de films, avec un pot de 500 millilitres, on peut faire plus d'une centaine de films, ce qui est déjà conséquent. Le prix est assez faible. On est pour les gels de cellulose microfibrillée, on est autour de 80 € le pot, entre 60 et 80 € si je ne dis pas de bêtises. Et pour ce qui est des nanopapiers industriels, là, on va être beaucoup plus cher. Certains qui sont extrêmement transparents vont être autour de 100-150 € la feuille A4, ce que je trouve très très cher. Ce qui est très très cher. Donc voilà, moi je conseille souvent dans mes formations, enfin je conseille toujours même de fabriquer les films soi-même parce qu'on arrive déjà à cibler exactement ce qu'on veut une fois qu'on commence à être familier avec la technique. Et au niveau du coût, ça n'a rien à voir entre. C'est vrai que les papiers industriels souvent sont relativement chers, malheureusement. Okay. Et donc la question suivante, c'était sur les solvants utilisés pour les suspensions de nanocellulose. Ouais. Il y a de l'eau tout à l'heure. Alors c'est de l'eau principalement. Dans les formations, on a tenté différents solvants.
Par exemple, éthanol, isopropanol, qui fonctionne bien aussi. Donc, c'est possible de diluer les gels et suspensions de nanocellulose avec ces solvants. Et voilà, c'est un peu les trois types de solvants que j'ai utilisés, que j'ai testés en pratique, on va dire. Mais c'est Ok. principalement l'eau. Les gels viennent toujours avec une base d'eau. C'est toujours l'eau qui est dans les gels de nanocellulose. Ok. Et puis, elle avait une troisième question, c'est est-ce qu'on peut utiliser le nanopapier avec la nanocellulose en suspension pour une consolidation sans adhésif, mais avec un ajout de matière? Ou alors juste tu pourrais réactiver presque avec de l'eau? Ce serait peut-être- Ouais, alors il y a une collègue qui a travaillé là-dessus, alors pas en utilisant les deux solutions et nanopapier ensemble, mais qui a travaillé sur la réactivation des nanopapiers à l'aide d'adhésifs ou d'un solvant. Une collègue qui est au Canada, qui s'appelle Robin Canham. Elle a écrit un article vraiment très intéressant sur le sujet que je pourrais envoyer aux personnes que ça intéresse et qui a permis de réactiver des nanopapiers à l'aide de solvants ou d'adhésifs. Par contre, pour la méthode d'utiliser des solutions nanocellulose pour coller des nanopapiers, je ne suis pas certain que ça marche. Et j'utiliserais plutôt, là pour le coup, un adhésif en plus, parce que je ne suis pas certain que ça fait un sandwich. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Je pense que l'intérêt justement des solutions de nanocellulose est de ne pas utiliser d'adhésif ni forcément de support. Donc, Mm. par-dessus, il est possible d'utiliser nanopapier, mais avec un adhésif. Donc, ça rajoute une couche d'intervention et de matériaux sur le support. Voilà, à voir. Ok. Ouais. Il y a Gwenola Fury qui demande est-ce qu'il y a déjà eu des essais sur les supports en verre? Elle est spécialisée en restauration de photographie. Ouais. Alors, sur le verre, je ne crois pas qu'il y ait eu des tests de fait. Sur les photographies, ça commence doucement, mais ça commence. Enfin, il me semble 2 ou 3 articles qui ont été publiés sur le sujet, notamment aux États-Unis. C'est un peu là qu'ils sont le plus penchés sur la question. Et c'était plus pour le comblement des lacunes et pour fabriquer des nanopapiers teintés. J'en ai parlé un tout petit peu dans la présentation. Mais pour les plaques de verre, non, je ne crois pas que ça ait été utilisé. Donc, ça mériterait voilà, ouais, un angle d'attaque et une recherche sur ce domaine d'application. Ok. Il y a encore quelques questions avant qu'on termine, si tu as encore le temps. Ouais. Bien sûr. Mm. Alors, il y a Monia qui demandait quelles sont les différences entre la restauration à l'aide de nanocellulose comparée à la restauration avec du papier japonais. Donc, j'imagine que c'est le, le papier, entre guillemets, fait en nanocellulose. Ouais, c'est ça, c'est le matériau qui est très différent au niveau de la structure entre un papier japonais ou même un papier occidental et un film de nanocellulose. La structure est complètement différente. Comme je disais, on est 1000 fois plus petit au niveau de la taille des particules à l'intérieur, qui composent ces deux types de matériaux. Donc, très différent au niveau du matériau. Et avec les nanocelluloses, donc, on a cette possibilité de la technique sans adhésif que je présentais, qui n'est pas le cas vraiment, qui n'est pas le cas avec des matériaux papier classiques, puisqu'on a toujours besoin d'un adhésif pour venir faire adhérer le consolidant sur le support d'une œuvre ou d'un document. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est la structure entre un papier et un nanopapier très différente déjà de base, et en plus, donc, comme je disais, au niveau de la technique sans adhésif. Voilà, c'est vraiment les deux grandes différences. Mais la technique des nanopapiers ressemble un petit peu à une technique traditionnelle. Ça reste le fait de venir consolider une déchirure, une lacune avec un matériau et un adhésif pour fixer le nanopapier. Ça reste assez traditionnel. Ok, good. Il y a Morgan Peters qui demandait, c'est pas mal ça, c'est plutôt sur la réversibilité là. Donc, quel est le niveau de réversibilité pardon, lors des consolidations de surface et comment identifier les zones traitées? Est-ce que, par exemple, on les voit aux UV? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors oui, ça se voit aux UV. Je parle des nanopapiers avec l'adhésif. Ça se voit. Également pour les gels de nanocellulose, tout ajout va se voir légèrement aux UV. Pour ce qui est de la réversibilité des nanopapiers en tant que tels, elle est très bonne parce que les nanopapiers sont légèrement sensibles, plus sensibles qu'un papier à l'application directe d'humidité. Donc si on vient avec un pinceau humecté d'eau
Le renfort va légèrement gondoler et ça va être très facile de le retirer avec un scalpel. Les tests, enfin, on le retire intégralement, il n'y a aucun résidu comme des papiers avec des fibres longues où on aura toujours, enfin, normalement on enlève tout, mais des fois ça peut être plus compliqué et difficile d'enlever certaines fibres résiduelles. Avec les nanopapiers, on a vraiment une réversibilité maximale, on peut l'enlever très facilement. Pour ce qui est des gels et des solutions de nanocellulose, moi je n'ai pas fait de test sur ce point. C'est une question qui revient souvent, hein, évidemment, c'est une bonne question dans les formations. Il y a eu plusieurs articles et thèses qui ont travaillé, qui ont étudié ces points. Et à ma connaissance, après lecture de ces articles et de la thèse en lien, la réversibilité est toujours jugée très bonne. C'est assez facile de retirer, puisque les solutions et les gels de nanocellulose, même une fois secs, vont se déposer en surface du papier ou de la toile. Et donc, ça ne pénètre pas dans les fibres de l'œuvre, enfin, voilà, du support de l'œuvre ou du document. Et donc, on a une réversibilité bonne et assez simple. Ça se retire assez facilement en appliquant de l'eau et avec différentes méthodes, mais la réversibilité est toujours jugée bonne. Ok, super. Voilà. Super. Et on a une dernière question de Noah Tardivet, pardon. Oh là là, j'en perds mon latin. Check. Est-ce que les nanopapiers, peuvent être teintés à l'aide d'aquarelle, par exemple? Donc, tu as à moitié répondu, mais du coup, si tu veux Oui, bien... la réponse est dans la question. Et exactement, l'aquarelle, ouais, c'est une des possibilités pour teinter les nanopapiers en surface. Ça a déjà été fait avec des colorants aussi, et ça peut fonctionner également avec de l'acrylique. Par contre, voilà, la technique, tout ce qui est gouache ou pastel, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est possible si le nanopapier n'est pas trop fin, parce que d'utiliser des pastels sur un nanopapier très fin, c'est complexe au niveau de la mise en œuvre. Mais par contre, ouais, l'aquarelle fonctionne bien et c'est possible de les teinter dans la masse ou de les teinter en surface. Super. Voilà. Et il y a Morgane qui repose une question que je n'avais pas lue en fait tout à l'heure. Désolée Morgane. Est-ce que tu as déjà testé la consolidation de surface sur des papiers avec des moisissures? Donc, consolidation à l'aide des nanopapiers sur des documents moisis, enfin, avec des moisissures. C'est ce que je comprends moi aussi. Non, ça ne me dit rien. Enfin, j'ai jamais utilisé. Dans une formation, la toute première, je crois qu'ils avaient des documents justement avec des moisissures. Ils avaient voulu tester les nanopapiers, mais alors ça remonte et sincèrement, je ne saurais pas dire exactement le résultat. Et je préfère pas me prononcer sur ce point. En tout cas, moi, dans ma pratique avec les films ou les solutions, non, ça m'est pas arrivé de traiter des documents présentant des moisissures. Ok, bon, très bien. Super. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et puis voilà, je pense qu'il est l'heure. Je te remercie encore, Rémi. Merci à tous pour votre participation, pour les questions Merci, Sarah. et pour l'accueil que vous avez fait à Rémi. C'est